Bienvenue sur cette deuxième table ronde, cette fois-ci consacrée à l'arrivée de l'hydrogène dans les engins de travaux ferroviaires. Aujourd'hui, l'hydrogène, on en parle, c'est une énergie qui est utilisée déjà aussi dans la mobilité. Pour parler de celle-ci au niveau des travaux, autour de la table, nous avons Monsieur Frédéric Ludet de chez Expleo, qui est architecte solution senior. Monsieur Laurent Mézini de chez Systra, qui est directeur de la Business Unit System. Monsieur Jean de la Chapelle, directeur général adjoint de Colas Rail. Et enfin, Monsieur François Mallet, qui représente Leasinger et qui est le directeur général de Lysia France. Donc, la production, stockage, logistique, rétrofit, donc ça va être une thématique assez large. Et pour commencer celle-ci, je vais donner la parole à Monsieur Ludet de chez Expleo. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi donc de pouvoir présenter un petit peu ce qu'on fait dans le domaine. Donc, je vais commencer par vous présenter juste rapidement quelle est la société Expleo, ce qu'elle fait. C'est une société d'ingénierie, de technologie et de conseil qui intervient dans différents secteurs, donc aussi bien la mobilité, aéronautique, automobile, navale et ferroviaire, mais qui intervient aussi dans le spatial, la défense, l'énergie et sciences de la vie, etc. 17 000 personnes dans 30 pays. En France, on est 5 600 et le chiffre d'affaires en 2022 était de 1,3 milliard d'euros. Donc, chez Expleo, on travaille beaucoup sur la mobilité et on est présent depuis plusieurs dizaines d'années, aussi bien dans le domaine des voitures que des avions, des navires et des trains de demain. Donc, ce qui nous fait rêver et ce qui nous fait nous lever tous les matins, c'est l'innovation. L'innovation au quotidien et donc pour un monde plus durable. Dans le domaine de la mobilité, donc pour un monde plus durable, l'hydrogène nous est apparu vraiment, et depuis plusieurs années, une solution vraiment intéressante à regarder de près. Donc bien avant l'impulsion du gouvernement français en septembre 2020, qui a mis un certain nombre un budget de 7 milliards qui a été monté plus tard à 9 milliards d'euros, nous avions commencé déjà à regarder de très près à comment on pouvait utiliser donc l'hydrogène pour décarboner la mobilité. Pour arriver à maîtriser ce challenge, on s'est dit qu'il fallait maîtriser vraiment différents métiers. Et coup de chance, comme nous étions déjà présents dans la mobilité, ce que nous avons fait, c'est rajouter juste une formation sur ce qu'était l'hydrogène. Formation qu'on a donc passée à plusieurs de nos ingénieurs sur leurs différents métiers qu'ils maîtrisaient déjà. Donc sur la dimension système, vous avez des gens qui raisonnent plutôt dimension système, donc on leur a apporté et expliqué ce qu'était l'hydrogène et comment ils devaient l'intégrer maintenant dans une architecture système. Sur l'électronique de puissance, puisque là, on passe de moteur thermique ou de propulsion thermique à de la propulsion donc, électrique, moteur électrique. Donc, on leur a ajouté qu'est-ce que voulait dire l'hydrogène, comment l'hydrogène était utilisé et une fois transformé en électricité. Et puis, je finirai surtout par un énorme sujet qui est à regarder vraiment de très très près, c'est ce qu'on appelle la gestion d'énergie. La gestion d'énergie, sur une voiture électrique plus batterie, on regarde comment on gère la batterie. Sur un système à pile à combustible, en fait, c'est un système hybride qui s'appuie à la fois sur une pile à combustible et une batterie, et il va falloir gérer l'énergie transmise à la fois par la batterie et la pile à combustible, et ça en fonction des usages. Car vous pouvez comprendre qu'en fonction des usages, entre un train qui va d'un point A à un point B sans s'arrêter, et puis vous avez un train du style TER qui va s'arrêter toutes les 5 minutes et redémarrer, vous apercevez que la gestion d'énergie sera complètement différente et que vous aurez des appels de puissance qu'il va falloir gérer. Donc toute cette connaissance, tout ce savoir, aujourd'hui, il est chez nos ingénieurs. On a à peu près une cinquantaine d'ingénieurs qui sont formés à ce jour et qui travaillent aussi bien donc, dans le monde aéronautique que dans le monde automobile, que dans le monde naval et bien sûr dans le monde ferroviaire. Environ une cinquantaine travaillent déjà sous contrat, soit en support des équipes qui existent déjà, puisque le donneur d'ordre souhaite garder la maîtrise d'œuvre, mais nous intervenons aussi comme maître d'œuvre, puisque nous nous positionnons très clairement comme systémier intégrateur. Maintenant, si je fais un focus sur le ferroviaire, et plus particulièrement les engins de travaux ferroviaires, je dirais qu'il y a une première caractéristique qui est que les engins de travaux ferroviaires travaillent relativement local. Alors je vais revenir, il y a plusieurs missions, en tout cas que moi que j'ai listées,
mais globalement, on travaille plutôt en local, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'infrastructures. Je dirais déploiement de stations hydrogène, contrairement au monde automobile, où vous voyez bien que pour l'instant, ça a du mal à décoller. Ça a du mal à décoller, pourquoi? C'est que vous n'avez pas de station hydrogène. À Paris, ici, vous avez 300 taxis qui fonctionnent à l'hydrogène. Vous avez 4 stations-service, à 3, bientôt 4 stations-service, mais ça reste très local. Lorsqu'il y aura le déploiement, ce sera beaucoup plus simple. Dans le ferroviaire et les engins de travaux, on est beaucoup plus en local, donc très rapidement, on peut basculer sur l'hydrogène. Il suffit de mettre une station ou de porter une station hydrogène, qu'elle soit fixe ou mobile, de la porter et de l'amener sur les travaux. Les missions, moi, que j'ai listées, pour avoir travaillé avec quelques donneurs d'ordre dans le domaine, moi, j'ai listé 4 missions qui sera peut-être complétées par les gens qui sont à côté de moi. Moi, j'ai noté qu'il y avait l'acheminement. Donc, l'acheminement d'un point A à un point B, donc typiquement du 1000 km à couvrir, 80 km/h de moyenne, donc une vitesse constante. Deuxième, c'est les travaux en local, pardon. Donc, où on se déplace peu, 10 km, très basse vitesse, 30 km/h. Vous avez le déploiement de travaux, donc aux alentours de 100 km, on est à 60 km/h. C'est les chiffres que j'ai pu un peu enregistrer. Et puis, vous avez tout ce qui est manœuvre en gare. Alors là, très peu de distance couverte. Par contre, un temps relativement long, une opération qui peut durer 16 heures à manœuvrer les trains. Vitesse extrêmement faible, plutôt 15 km/h. La valeur ajoutée d'Expleo, c'est de pouvoir regarder et bien dimensionner. Et la grande difficulté, je dirais, sur l'ensemble de ces missions, c'est de pouvoir bien dimensionner le système. Vous avez différents usages. Différents usages, je voudrais dire différents dimensionnements. Donc là, il va falloir prendre le plus contraignant et dimensionner en fonction du plus contraignant, en fonction des appels de puissance. Comme je vous expliquais, la gestion d'énergie, elle est vraiment importante à prendre en compte. Donc, premier sujet à vraiment regarder de très près, c'est tout ce qui est dimensionnement, trouver le bon équilibre entre la gestion, le bon équilibre de la gestion d'énergie entre batterie et pile à combustible. Si vous avez beaucoup d'appels à puissance, vous aurez forcément une batterie beaucoup plus importante que dans le cas de faible appel à puissance, où là, votre pile à combustible pourra remplir l'intégralité de l'opération. Le stockage. Quelque chose qui est relativement important. L'hydrogène, je ne sais pas si vous le savez, mais l'hydrogène, en termes de masse, il y a 3 fois plus d'énergie dans 1 kg d'hydrogène que dans 1 kg de pétrole. Mais malheureusement, c'est qu'1 kg d'hydrogène, en termes de volume, prend beaucoup plus de place. Donc il faut le stocker, et pour le stocker, il faut comprimer. Aujourd'hui, les grands standards dont on entend parler, c'est plutôt 350 bars, c'est du 700 bars, ou alors, si vous voulez encore gagner en volume, c'est de passer en liquide. Et là, vous devez passer en ce qu'on appelle en cryogénique, donc descendre à moins 253 degrés Celsius. Approvisionnement. Alors l'approvisionnement, on peut soit installer une station fixe, donc vous amenez et puis vous déposez une station fixe. Ça peut être des bonbonnes, des bonbonnes liquides, de chez Air Liquide par exemple. Soit vous pouvez aussi réfléchir à une station mobile et avoir 1 ou 2 wagons qui contiendraient un électrolyseur, qui contiendraient un compresseur, et qui pourrait être une station mobile. En termes de motorisation, vous avez 2 options aujourd'hui. Alors, pour rien vous cacher, moi ça fait plus de 4-5 ans que je suis dans le monde de l'hydrogène. Et au départ, j'étais parti essentiellement sur de la pile à combustible, donc qui transforme, comme vous le savez, l'oxygène et l'hydrogène en électricité et qui permet d'alimenter le moteur électrique. Mais aujourd'hui, vous avez une autre solution qui est en train de naître, qui est poussée par certains constructeurs, de moteurs bien sûr, qui est la combustion interne d'hydrogène. Donc les 2 solutions, et en fonction de l'usage, on peut basculer sur une des 2 solutions. Alors attention, pour la combustion interne, ça marche plutôt pour des gros moteurs et à faible régime. Donc je dirais que pour le monde automobile, ce sera peut-être difficile. Donc le ferroviaire, vraiment, il peut démarrer tout de suite. Et je pense que vous aurez quelques illustrations, comme quoi ça peut démarrer tout de suite. Et puis après, si j'élargis au monde ferroviaire, aujourd'hui, pour moi, c'est le secteur le plus avancé. Aujourd'hui, vous avez un grand constructeur, que je nommerai point, mais que vous allez deviner, qui a plus de 50 commandes, que notamment en France et en Allemagne, et pas que, et qui doit livrer ses trains donc, à hydrogène sur des voies qui sont aujourd'hui non électrifiées. Je vous remercie. Monsieur Ludet, j'aurais
J'aurais juste une question par rapport à ce que vous venez de dire. J'entends aussi parler de dangerosité. Est-ce qu'il y a des... Comment vous répondez à cette question justement par rapport à certaines appréhensions? Alors, comme tout gaz est inerte à partir du moment où il n'est pas mélangé. C'est-à-dire que quand vous avez un comburant, il vous faut un carburant. Quand vous avez un carburant, pardon, il vous faut un comburant. Donc en général de l'oxygène. Donc tant que l'hydrogène n'est pas en contact de l'oxygène, il ne se passera rien. Donc tous les réservoirs sont équipés aujourd'hui, mais j'allais dire, comme tous les réservoirs d'hydrogène, hein, comme tous les réservoirs de gaz, sont équipés de têtes intelligentes et qui sont capables de couper en cas de détection de toute fuite. Alors, l'hydrogène, effectivement, il faut quand même faire attention. Ça s'enflamme avec un mélange de 4 à 75% d'oxygène. Donc, c'est sur une large plage. Bon, il vous faut peu d'énergie, mais à partir du moment où vous maîtrisez le réservoir, vous avez des détecteurs qui vous permettent donc de maîtriser la moindre fuite, il n'y a aucun danger. Je rajouterai aussi que l'hydrogène, vous le savez tous, c'est le premier élément du tableau périodique, si vous vous souvenez de vos cours, hein, et la molécule, donc le dihydrogène. Le dihydrogène a une particularité, c'est que c'est une molécule qui est extrêmement légère, extrêmement fine, extrêmement légère. Elle monte à plus de 20 mètres secondes. Donc quand un réservoir se fissure, un réservoir met moins de 30 secondes à se vider par rapport à l'essence qui se répartit, qui prend feu, ça se répartit partout. L'hydrogène, vous avez une flamme hein, alors après, à bien la diriger si au cas où ça arriverait, et à ce moment-là, pendant 30 secondes, ça brûle et ça s'arrête. Donc l'hydrogène, bien maîtrisé, pour moi, pas de danger. D'accord, merci beaucoup. Pour compléter le propos de M. Hillet, je vais céder la parole à M. Mezzini de chez Systra, qui va avoir un regard aussi un peu plus large sur l'utilisation de l'hydrogène. Oui, merci. Donc effectivement, je ne vais pas parler très spécifiquement des trains de travaux, mais beaucoup plus largement de la décarbonation des transports et du rôle de l'hydrogène dans cette décarbonation. Alors, j'adore l'image, juste pour rappeler que l'hydrogène dans les transports, bon, ça existe pour l'instant sur des grosses quantités d'énergie, sur des modes très très lourds. Et en fait, rappelez que la décarbonation, sur le slide suivant, pardon, voilà. Il y a 3 défis liés à la décarbonation. Un défi avec un euro majuscule, parce que c'est vraiment une question d'emploi de ressources et de choix de financement, puisqu'il faut à la fois transformer la production d'énergie qui est très carbonée aujourd'hui en quelque chose de décarboné. Il faut transformer les consommateurs qui sont à base de gaz ou de diesel, etc., vers du moteur électrique. Et il faut transporter cette électricité d'un point à l'autre. Tout ça, c'est des investissements colossaux sur une fenêtre de transition qu'on voit sur 30-40 ans. Donc c'est le défi majeur. Et donc, quand on regarde après, voilà, sur le slide suivant, simplement dans les transports et les transports publics dont on s'occupe, finalement, bon, faut être modeste, on est une part très marginale en fait de cette décarbonation qui concerne les véhicules type voiture, les camions, etc. Mais dans les transports, on a des choses à faire. Tout simplement, d'abord l'électrification, puisqu'il n'y a rien de mieux que d'électrifier. Ceci dit, c'est rentable quand on a une grosse fréquentation. Quand on a quelques trains qui passent par jour, naturellement, le bilan économique n'est pas terrible. Et donc, on peut penser à de l'emport d'énergie. Aujourd'hui, on a alors 1000, 2000 locaux diesel en France. Je crois qu'il y avait une présentation tout à l'heure, il parlait de 18 000 locaux diesel en Europe, par exemple. Finalement, on peut les modifier et on peut aller vers de l'hybridation, on peut aller vers du biodiesel, on peut aller vers également d'hydrogène. Donc, il y a un certain nombre de solutions qui existent. Et donc la question qu'on se pose, et on va essayer d'y répondre, c'est finalement quelle solution pour quel usage. Voilà. Et alors, en fait, aujourd'hui, quand on se pose la question, est-ce que je vais faire du biodiesel, est-ce que je vais faire de l'hydrogène, est-ce que je vais faire de la batterie, on se pose beaucoup des questions de faisabilité, des questions de retour sur investissement financier, CAPEX, donc les investissements et les coûts opérationnels. Mais finalement, chez Systra, on s'intéresse également, et puis on n'est pas les seuls heureusement, on s'intéresse à beaucoup d'autres facteurs qui sont le bilan écologique. Donc finalement, quel est le retour sur CO2 employé pour je modifie un train, qu'est-ce que je vais gagner derrière? C'est assez proche de l'efficacité énergétique. En gros, la tonne équivalent pétrole ramenée au kilomètre passager. Donc, essayez de regarder en dehors des indicateurs classiques, finalement, quel est le vrai bilan écologique et où est-ce qu'on fait réellement de la décarbonation. Et alors, avant de passer à la planche sur l'hydrogène, qui est le sujet d'aujourd'hui, finalement, rappelle qu'il faut le regarder sous cette fenêtre de transition de 30 à 40 ans, parce que si on fait une photo aujourd'hui et qu'on se dit, bon ben voilà, ça va pas bouger et je prends mon retour sur investissement écologique ou économique basé là-dessus, assez rapidement, on va dire, on fait pas d'hydrogène, mais c'est pas la bonne réponse. Bon, ça je pense que vous l'avez peut-être vu et revu dans pas mal de présentations, mais il y a
beaucoup de types d'hydrogène. Je rappelle qu'aujourd'hui, la production d'hydrogène à 95%, c'est de l'hydrogène qui vient de réformage de méthane, qui vient de carboné. Donc c'est normal parce que c'est un usage de la pétrochimie. Ceci dit, si on prenait le bilan écologique de prendre cet hydrogène-là pour le mettre dans des locaux diesel qu'on va rétrofiter en hydrogène, ce ne serait pas terrible, si on prend la photo d'aujourd'hui. Naturellement, les investissements dans les renouvelables vont amener de l'hydrogène vert ou bleu. Et on va également avoir d'autres solutions. Il y a de la R&D pour aller vers d'autres solutions encore moins émettrices d'hydrogène. Changer de la situation d'aujourd'hui où une tonne d'hydrogène produite, c'est 12 tonnes de CO2, vers une tonne d'hydrogène produite, c'est moins X tonnes de CO2. Et là, ça a un intérêt parce que ça veut dire que c'est de la vraie décarbonation. On aura un hydrogène à coût marginal, si on l'imagine produit à partir de renouvelables, et ça a vraiment du sens. Donc il faut vraiment qu'on se place dans cette perspective-là quand on apprécie l'intérêt de faire un projet à hydrogène. Et c'est pour ça que finalement on s'est un peu posé la question, est-ce qu'on dit qu'on est pour ou contre l'hydrogène? Ben oui, il faut démarrer l'hydrogène, c'est une bonne solution pour l'avenir, en étant conscient qu'aujourd'hui on démarre, on crée des pilotes, on a des gens qui innovent, il faut les accompagner parce que c'est une énergie pour demain. Voilà, quelques solutions. Alors effectivement, puisqu'on parlait des usages, soit on est sur de la courte distance, auquel cas la batterie en général est très bien. Soit on peut hybrider et donc mettre à la fois de l'hydrogène et de la batterie ou du biodiesel et de la batterie et donc aller sur des longues distances avec quelques portions non électrifiées, ça marche bien. Ou alors passer sur du 100% hydrogène et avec potentiellement des longues distances qu'on peut faire. Naturellement, il faut arriver à recharger en fin de parcours. Et donc notre approche chez Systra, on a développé quelques outils basés sur des retours d'expérience qui partent du bilan global pour voir quel est le bilan écologique et économique des différentes solutions. Des outils de simulation qui vont permettre de connaître en gros l'apport d'énergie nécessaire par rapport à un parcours et par rapport à des solutions de recharge. Et finalement, après, des solutions d'analyse de faisabilité de manière à pouvoir répondre à l'ensemble de ces points. Et donc, pour finir sur 2 slides, donc rappeler qu'effectivement, quand on veut lancer un projet à hydrogène, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, donc c'est un écosystème. Il y a des autorités de transport, des autorités de sûreté, il y a les énergéticiens, les opérateurs, il y a les gestionnaires d'infrastructures. Voilà, donc il y a beaucoup d'acteurs à agréger avec des problématiques économiques, techniques, mais également de sûreté, puisqu'on le mentionnait, il y a la question des tunnels. Il y a la question également de la station de recharge, puisque une station de recharge peut être, est un facteur de risque, donc il faut gérer. Et donc tout ça, en fait, c'est une approche assez complexe, système, sur lequel il faut travailler avec pas mal d'acteurs. Et pour finir, simplement 2 références de certains projets qu'on fait. Alors on peut être soit sur des problématiques, donc là en Occitanie, sur lesquelles on travaille plutôt sur la partie gestion de projet, la partie permis, la partie autorisation. Voilà, ou sur des problématiques un peu plus techniques, et je finirai là-dessus, avec des études de faisabilité qu'on voit un peu partout. L'exemple, c'est KiwiRail, qui s'interroge sur les solutions pour modifier des locaux diesel vers des locaux hydrogène. Et donc là, on travaille avec eux pour regarder quel type de solution, que ce soit pile à combustible ou combustion interne. Voilà. Okay. Merci. Monsieur Mezzini, concernant la production d'hydrogène vert versus hydrogène gris, quels seraient les axes de développement, en fait? Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui disent oui, mais bon, comme vous le mentionnez, ça pollue. Donc, quels seraient les axes pour produire cet hydrogène vert? En fait, si on revenait sur le slide de production, effectivement, bon, l'hydrogène gris il vient de la pétrochimie et bon, son bilan, c'est son bilan et il est normal. Après, l'hydrogène produit à partir de renouvelables, plus on va investir dans les renouvelables et coller en fait des productions d'hydrogène à base d'électrolyse à proximité des champs d'éolien, on va réussir à finalement décarboner. Et après, alors là, je ne suis pas spécialiste, mais il y a de la R&D sur des procédés de pyrolyse notamment, qui a priori, quand ils aboutiront, devraient même avoir un bilan positif. D'accord, merci à vous. Merci. Pour poursuivre ce panorama sur l'hydrogène, je vais céder la parole à Monsieur Jean de la Chapelle, Colas Rail se positionnant comme étant futur fournisseur d'hydrogène. Merci. Alors effectivement, donc, la présentation que je vais vous faire, déjà, c'est expliquer quelle est la démarche que Colas Rail a entrepris en matière de décarbonation, parce que si on est rentré et si on envisage l'hydrogène dans l'activité de Colas Rail, ce qui n'était pas forcément quelque chose d'évident au départ, finalement, quelle en est l'essence naturelle et pourquoi est-ce que c'est arrivé?
Et donc, nous sommes une société, comme vous le savez, de plus de 6000 personnes. On est présent dans plus de 23 pays et nous travaillons sur toutes les infrastructures ferroviaires au sens large. Beaucoup d'entre vous nous connaissent par l'activité voie ferrée, mais ce n'est qu'une petite partie de l'ensemble des activités que nous faisons et nous sommes de plus en plus sur des projets clés en main dans lesquels nous sommes l'intégrateur. Et on verra comment est-ce que, partant d'un métier dans lequel nous sommes compétents, et tout ce qui est relatif à l'électrification au sens large, on a pu déborder sur cette thématique de l'hydrogène. Une autre réalité qui est apparue, c'est cette nécessité absolue de décarboner. Nous faisons partie des groupes Colas et du groupe Bouygues et nous sommes tous ensemble engagés à réduire notre empreinte carbone d'environ 30% à horizon 2030. Donc, à partir du moment où on dit ça, bien, comment peut-on faire? Et nous avons lancé, et on peut passer sur le slide suivant, une initiative il y a quelques années maintenant qu'on a appelée Carbon Fighter, dont l'objectif c'est de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir se sentir à la fois co-responsables mais co-créateurs de solutions qui peuvent aider à la décarbonation. Donc il y a ceux qui vont être des donneurs d'ordre, donc des ingénieristes comme Systra par exemple, des fournisseurs, nos clients, mais également des filières ferroviaires, des filières professionnelles et puis nos actionnaires. Et puis tous ensemble on s'est dit mais comment peut-on travailler ? Comment peut-on, quelles sont les problématiques que les fournisseurs peuvent rencontrer? Quelles sont les réalités auxquelles nos clients sont confrontés? Et comment tous ensemble, mettant ce sujet sur la table, on peut arriver à trouver des solutions? Et c'est ça qui nous a permis, à travers différents forums, il y a eu un premier forum qui a eu lieu en décembre 2021, un autre qui est en préparation pour mai 2023. Et l'idée à travers ça, c'est comment peut-on trouver des solutions ensemble. Et vous verrez qu'à travers cette démarche de l'hydrogène, l'essence même de notre démarche est liée à l'ensemble de cette réalité-là. Sur le slide suivant, finalement, je présente un peu quels sont les constats que tous ensemble, lors de ces groupes de travail, on a pu mettre en exergue. Le premier point, c'est que nous, intégrateurs, installateurs de solutions, on a d'un côté des fournisseurs, de l'autre côté des donneurs d'ordre. Et la question, quand on veut décarboner, dans beaucoup de cas, ça nécessite des investissements, ça nécessite un engagement fort des pouvoirs publics. Et donc, les pouvoirs publics s'engagent-ils eux aussi à développer, à pousser, à financer la recherche et le développement de solutions qui sont écologiquement et économiquement les meilleures. Le deuxième thème, c'est je suis convaincu que plus on va mettre en œuvre des bonnes pratiques, mieux on se portera. Il existe aujourd'hui des solutions qui sont des solutions bas carbone, que ce soit dans des bétons, que ce soit dans différentes solutions. La vraie question, c'est comment les donneurs d'ordre, dans les cahiers des charges, et c'est le quatrième point que vous voyez là, comment les donneurs d'ordre, dans les cahiers des charges, imposent des solutions bas carbone. S'ils ne le font pas, on sera potentiellement avec des décalages dans la manière de comparer les différentes offres. Il y aura cet aspect du coût. Considérons qu'aujourd'hui, il peut y avoir dans certains cas un surcoût lié à des solutions bas carbone, faisons-le. Et donc, ayant planté ce tableau global, finalement, comment se situe cette question de l'hydrogène pour Colas Rail? La question fondamentale pour nous, et je dirais que ça, on l'aborde dans un premier temps en lien avec tous les engins de travaux que nous utilisons, que ce soit pour de la construction de la voie ferrée, sur de la caténaire, voire même pour les engins qu'on utilise dans les tunnels quand on va livrer des ventilateurs dans une station de métro. La question qui se pose, on va avoir besoin d'énergie pour permettre à ces engins de fonctionner. On a trois solutions possibles. On va avoir de la solution avec du GNR traditionnel, que l'on peut substituer avec, du HVO par exemple, donc des solutions qui sont plutôt biosourcées. La deuxième solution, c'est l'électrique. La troisième solution, ça va être l'hydrogène. Mais finalement, quand on regarde ça et quand on a, il y a quelques années, lancé un appel d'offres pour avoir des solutions qui soient électriques, on s'est rendu compte que les produits ne sont pas encore tous suffisamment matures. Pourquoi ?
parce qu'on a besoin d'une puissance très importante. Ça a été évoqué. Effectivement, la puissance de traction nécessaire quand on va transporter des rails, quand on va transporter des traverses ou des poteaux caténaires est conséquente. Et là, aujourd'hui, les solutions ne sont pas complètement matures. Et puis, une fois qu'on a dit ça et qu'on se dit, bah, tiens, et est-ce que l'hydrogène pourrait être une bonne solution? Certes, effectivement, les produits ne sont pas matures. Aujourd'hui, il n'existe pas de locomotive à hydrogène à un coût raisonnable, compatible avec nos coûts de revient, puisque nos clients ne bonifient pas les solutions bas carbone de nouveau dans leurs appels d'offres. Et donc, du coup, déjà, la première chose, c'est qu'il est impératif que les pouvoirs publics aident la filière à développer, concevoir et fabriquer des solutions et des produits de traction qui puissent nous permettre de travailler. Et puis la deuxième chose qui est l'élément clé qui a déjà été évoqué, c'est existe-t-il un réseau de production et de distribution de l'énergie dont on a besoin? Existe-t-il ou pas? Faut-il attendre que les produits comme les locomotives alternatives existent pour développer le réseau de production et de distribution ou faut-il anticiper? Alors là, je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Ça fait 1 an que j'ai une voiture électrique et je peux vous dire qu'en fonction des endroits dans lesquels je vais en France, c'est très, très compliqué de recharger sa voiture. Et donc, j'imagine nos équipes chantiers. On n'est pas sur une ligne qui va toujours de A à B, mais on va, quand on a des chantiers, se déplacer partout dans l'Hexagone ou partout en Angleterre ou partout en Allemagne. Et donc, dans ces situations-là, si on n'a pas la possibilité d'avoir un réseau de distribution, de production et de distribution conséquent, effectivement, on n'y arrivera pas. Et c'est là où, de nouveau, repartant de notre propre besoin, de notre propre problématique de dire nous devons réduire notre empreinte carbone avec un minimum de 30% en horizon 2030. 1. Travaillons avec les différents fabricants de matériel pour qu'ils puissent répondre à notre besoin. Et puis 2, et c'est mon slide suivant, travaillons à la construction de sites de production et de distribution d'hydrogène. Et ces choses faites maintenant, nous sommes partis de nos compétences de PCistes, nous sommes partis de notre compétence en énergie. On s'est associé à une autre filiale du groupe Colas qui s'appelle SPAC, qui est spécialisée dans tout ce qui est tuyauterie et transport d'énergie au sens large. Et c'est comme ça qu'on a pu proposer à un certain nombre de clients déjà, et certains nous ont déjà choisis, pour réaliser ces stations de rechargement, et de production et de rechargement d'hydrogène. Donc, on voit bien que la question et le point clé que je souhaite que vous puissiez retenir, c'est 1. Nous sommes engagés à réduire notre empreinte carbone à horizon 2030. Les solutions ou le produit n'existent pas toujours, mais c'est tous ensemble collectivement qu'on doit réfléchir pour connaître les contraintes et les besoins des uns et des autres pour s'adapter le mieux possible et le plus vite possible. Et puis, troisièmement, on ne pourra mettre en œuvre ces solutions-là qu'à partir du moment où on a un réseau de production et de distribution suffisamment fiable et conséquent pour que nos équipes qui sont un jour en Bretagne et le lendemain en Pays d'Oc puissent avoir l'énergie nécessaire dont ils ont besoin. Alors, cela, Monsieur Lachapelle, cela implique aussi de rétrofiter vos équipements. Parce que là, vous installez, vous déployez des stations de rechargement, mais ça va impliquer un rétrofit de vos équipements. Alors, c'est une très très bonne question. Et du coup, quand on se projette, et là on se projette à quelques années, bien évidemment, pour que ce réseau justement de distribution existe, on se projette à 5, 10, voire 15 ans. Et c'est effectivement, comme ça a été évoqué, la nécessité aussi pour l'ensemble des acteurs de la filière de développer des solutions. Des solutions qui puissent effectivement passer de moteurs thermiques à des moteurs à hydrogène ou potentiellement électriques. Et puis des produits qui sont 100%. Donc on aurait un éventail des deux solutions qui doivent exister à un moment et à un autre pour nous, donc soit à rétrofit de produits existants, soit en pouvant acquérir des produits qui ont été conçus en tant que produits à base de traction hydrogène. D'accord, merci beaucoup. Le constat qui a été établi, l'approvisionnement, les besoins, la réflexion. Pour autant, il y a un groupe qui s'appelle Lissinger, qui a une machine, qui doit être la seule, à ma connaissance, en engin de travaux ferroviaires, fonctionnant à l'hydrogène. Et donc, pour nous présenter cette machine et le retour d'expérience qu'il en est fait, je donne la parole à Monsieur François Mallet. Bonjour à tous. En effet, Lissinger, en tant que leader technologique du fraisage mobile de rail,
Et l'inventeur de cette technologie s'est orienté assez rapidement à chercher des énergies alternatives afin de réduire les émissions de poussière et aussi répondre aux nouvelles contraintes qui apparaissaient sur le marché, notamment sur les normes d'émissions, les gaz d'échappement, et aussi, quelque part, prendre la direction qui nous était un peu donnée politiquement et aussi par, on va dire, nos institutions, d'investir massivement dans la transition énergétique, d'investir dans la décarbonation de nos énergies. Donc il nous a paru évident au niveau de l'Insinger de devoir créer une machine qui puisse d'ores et déjà être prête à fonctionner à l'hydrogène. Donc on a choisi, si on peut station, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas forcément les répéter. Donc je vais me focaliser plutôt sur la machine. Donc c'est quoi une machine de fraisage mobile? En gros, c'est on enlève de la matière au niveau du rail pour reprofiler le profil transversal et longitudinal afin de retrouver un plan de roulement parfait et un contact rail-roue parfait entre le rail et la roue ferroviaire. Partant de là, on a déjà une technologie qui compare au meulage, qui est une technologie concurrente, qui permet de réduire drastiquement les poussières. Il n'y en a pas d'ailleurs, puisqu'on récupère l'enlèvement de matière par des copeaux de matière. Donc du coup, en cherchant une énergie alternative, on s'est rapidement orienté vers l'hydrogène parce que, en effet, il y avait des politiques et des politiques de transition de diesel vers l'hydrogène qui commençaient à apparaître. Et puis, d'un autre côté, il ne faut pas attendre que les infrastructures soient prêtes pour se lancer. Et il y a 6 ans, le projet a démarré. Donc, il y a quand même un petit peu de temps, on peut dire. 6 ans, c'est pas hier. Et il a fallu un long moment de développement afin d'arriver à cette nouvelle machine. Donc, on est parti quand même d'une machine qui existait. Le châssis existe. C'est une machine qui rentre dans un conteneur de 40 pieds. Elle est destinée à l'export. Donc, le premier enjeu a été de rendre aussi compact que possible l'intégration de la pile à combustible et de l'ensemble du système de stockage et de la batterie tampon dont je parlais un tout peu après. Donc ça a été aussi, ce choix de machine a été conditionné par le fait de dire si on y arrive sur celle-là, on y arrivera sur toutes. Donc comme toutes les machines de cette série, elles sont équipées d'essieux à entraînement électrique. On voit une unité de fraisage et de polisage de chaque côté de la machine. Et comme je le disais plus tôt, il y a un système d'aspiration des copeaux et il y a également un système de mesure des profils avant et après le travail. Donc c'est une machine ici qui est un système hybride de série, c'est-à-dire qu'on a un système principal de pile à combustible et un système secondaire de batterie tampon. Cela dit, quand on a ça, on peut juste revenir un coup. Voilà, merci. Cela dit, on a parlé de coûts un peu plus tôt, des coûts réels de l'hydrogène versus les coûts actuels des combustibles fossiles. Donc on s'est orienté vraiment à rechercher, à optimiser l'efficacité globale de la machine. Il faut savoir qu'à peu près, sur une machine diesel classique, l'efficacité est de l'ordre de 25%. Ici, on a monté l'efficacité à plus de 45%, à presque 50%. Donc la revue du système électrique a été faite dans le cadre de l'intégration des différents systèmes et a permis de générer ces économies. On voit aussi que l'hybridation de la machine a permis un grand nombre d'avantages. On a au départ une amélioration, comme je vous disais, de l'efficacité énergétique. Et on lisse mieux les puissances de crête, parce qu'on a énormément besoin de puissance ponctuellement. On va dire qu'à 95% du temps, la pile à combustible remplit le besoin de puissance, mais ponctuellement, on a besoin à la fois de récupérer de la puissance ou de générer de la puissance supplémentaire. D'où la nécessité des batteries de tampon. On a aussi comme autre avantage l'augmentation de l'accélération de la machine. On a aussi l'augmentation de l'autonomie parce qu'on a réduit les consommations de carburant. Et on a également une réduction forte du bruit, parce qu'il faut quand même savoir que les machines diesel font un bruit assez important. Et on a aussi une réduction des défaillances qui est liée à la redondance des systèmes de traction, qui sont quand même limités par le stockage d'énergie qu'on peut envisager. Chose qui n'est pas possible sur les machines diesel. Donc d'une manière générale, on peut estimer que ces machines ont une disponibilité supérieure aux machines diesel. Autre point dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, et je vais en parler, c'est on a différents modes, donc vous l'aviez un peu expliqué, on a des modes de circulation, on a des modes de travail. Donc de la même façon, on a cherché à optimiser énergétiquement au maximum l'emploi de la pile à combustible et de la batterie à tampon. Aujourd'hui, dans les cycles de travail, dans l'optimisation qui a été faite, on est à peu près à 50, on travaille sur une plage de rendement d'environ 50% de la pile à combustible. Donc en fait, ça nous permet aujourd'hui de tenir aussi ce niveau d'efficacité énergétique dont je parlais un peu plus tôt. Qu'est-ce
qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On a parlé aussi un peu des réservoirs d'hydrogène et du stockage de l'hydrogène. Alors, ce qu'il faut savoir pour compléter ce que vous aviez dit, on est sur des réservoirs composites qui sont en général à l'épreuve des balles, à l'épreuve des fuites. Tous ces composants du système hydrogène ont des tests spécifiques, ont des essais spécifiques, ont des maintenances spécifiques, des capteurs spécifiques. Donc tout ça est très encadré. Je vais juste revenir un tout petit peu à la machine. Pour intégrer l'hydrogène, la pile à combustible et le système hydrogène dans cette machine, il y a eu forcément une analyse des risques. Et ce qui était relativement important, comme vous l'aviez expliqué, c'est d'éviter que, en cas de fuite, parce que ça peut toujours arriver, il y ait une concentration d'hydrogène dans la machine. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réétudié complètement la ventilation de la machine, l'évacuation des gaz. Donc, toute la partie, on peut dire globalement, la machine, elle ressemble à celle précédemment, mais en fait, non, parce que toute la partie d'aspiration d'air, toute la partie d'évacuation d'air a été complètement revue. Donc, aussi, parce que c'est une question qu'on nous pose extrêmement souvent au niveau des critères de sécurité, comment avons-nous fait? Donc, on a collaboré dès la conception de la machine et on a également réalisé une analyse des risques complète en collaboration avec TÜV Südrail, qui est un spécialiste en Allemagne, et en complément de tous les tests qui peuvent être réalisés. Voilà, après, j'aurais pu parler de l'approvisionnement, j'ai juste parlé de l'autonomie de la machine, si vous voulez. Donc, elle répond à des besoins typiques de séances de travail en métro, en maintenance métro, c'est-à-dire qu'on a une autonomie de l'ordre de 5 à 6 heures avec, on va dire, à peu près 1 heure de circulation avant, après et 3 heures environ sur site de travail. D'accord. Monsieur Ney, comment gérez-vous justement l'approvisionnement de la machine? L'approvisionnement en hydrogène? Ouais. L'idée, c'est celle qui a été développée plutôt par Jean, c'est-à-dire soit d'avoir des stations fixes le long de la voie, mais aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Hein. Aujourd'hui, comment on fait pour approvisionner le diesel sur les voies? On vient avec des camions citernes, on ravitaille le long du camion et on peut aussi faire ça avec l'hydrogène. Après, c'est pas aussi bien que d'avoir une installation fixe avec on va dire, tout le système de distribution qui est sur place, mais on peut d'ores et déjà le faire. Mais personnellement, enfin ça c'est un avis personnel, je pense que sur le déploiement d'hydrogène, il faudrait d'abord cibler des zones denses, des zones de forte circulation, des zones où l'installation d'infrastructures aura du sens, voire sur des emprises ferroviaires qui ne sont pas exploitées, sur lesquelles on pourrait mettre des installations de panneaux photovoltaïques ou autres pour générer directement sur place un hydrogène vert, dès lors que c'est possible. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui c'est aussi une volonté, mais de la même façon, si on attend que les infrastructures soient prêtes pour commencer à développer des machines et montrer que quelque part ces concepts peuvent fonctionner, ils apportent des bénéfices comme je vous l'ai dit plus tôt, et qu'on se rend compte qu'au final que la fiabilité de ces machines aussi par rapport au nombre de pièces mobiles, par rapport à un certain nombre d'éléments sont plus fiables parce qu'elles sont plus simples en fait en termes de conception à la fin, et je pense qu'une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a fait toute cette étude là, le sens d'avoir des machines hydrogène commence à être réel. D'accord. Et les coûts vont certainement aussi évoluer, comme le reste, comme toute technologie. On se souvient des premières voitures électriques, elles étaient extrêmement chères, les batteries étaient extrêmement chères. Tout évoluera à la baisse en même temps que les investissements. Et aussi, juste pour compléter, dans une phase transitoire, et bien conscient aussi des difficultés qu'il pourrait y avoir de vendre directement une machine hydrogène, on va dire à 100%. Nous avons travaillé sur des concepts hybrides, complets, c'est-à-dire qu'on peut intégrer dans des concepts modulaires une traction diesel avec une traction pantographe, donc une traction caténaire, ou une traction hydrogène avec une traction caténaire. Donc tous ces modèles, comme vous le voyez à l'écran, sont d'ores et déjà possibles et seront disponibles très prochainement sur le marché. Les premières machines diesel caténaire ont été vendues et elles permettent à terme d'être substituées par une pile à combustible. C'est-à-dire qu'on peut changer le module diesel par un module hydrogène dès lors que les infrastructures sont prêtes et dès lors que les entreprises aussi seront prêtes. D'accord, merci infiniment. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Non, j'aimerais juste revenir sur le stockage, parce qu'autant sur la première présentation, c'était très optimiste, etc. Ça a été un petit peu revu à la baisse derrière. Le stockage de l'hydrogène, en fait, que ce soit une production, je dirais, alors parce que le sujet de départ, c'est les trains de travaux. Un train de travaux, ça circule un peu à droite, à gauche. Donc, avoir une station de production, ça va être un peu compliqué parce qu'on va pas en avoir partout.
amener une station de production je dirais des réservoirs, je dirais, d'hydrogène pose aussi d'autres problèmes, je dirais, de stockage et de règles par rapport à l'environnement, au milieu urbain. Et puis dernière chose, faire de la production avec de l'électrolyse, ok, mais avec les problèmes d'eau qu'on commence à avoir de plus en plus, ça veut dire récupérer l'eau des nappes phréatiques ou ailleurs. Et donc comment est-ce qu'on arrive à résoudre tous ces problèmes-là? Parce que le stockage est quand même non négligeable comme problème. Alors, moi, je vais pouvoir vous faire une première réponse, hein, mais je pense qu'il y a plusieurs solutions. Effectivement, la problématique de l'eau est importante, puisque pour effectivement faire de l'hydrogène vert, on est tous partis et on est tous été poussés à passer par de l'électrolyse de l'eau, donc décomposition de l'eau. Vous avez de plus en plus de gens qui sont en train de regarder à la décomposition de l'eau de mer. Et il y a des solutions qui commencent à apparaître où il n'y aurait pas besoin de désaliniser avant. Donc une première solution serait vraiment d'utiliser l'eau de mer. Puis après, alors, je dirais, par rapport, comment je vais dire ça simplement, en France on a une chance, qui est aujourd'hui une chance qui est enviée par beaucoup de gens, ce qui vaut quelques bagarres au niveau de Bruxelles. Nous avons des centrales nucléaires qui, le jour, fonctionnent aux alentours de 90%, ou voire 100%, mais qui, la nuit, fonctionnent entre 30 et 50%. Donc nous avons une capacité à produire effectivement donc, de l'électricité qui pourrait être utilisée pour fabriquer de l'hydrogène. Donc la nuit et de la stocker. Effectivement, la problématique de l'eau peut à certains endroits être problématique. Donc, la solution de l'eau de mer, électrolyse de l'eau de mer, est une première solution. Il y a une deuxième solution, de plus en plus, on parle de alors comment on dit, hydroducs, en place de gazoducs, d'hydroducs qui seront spécialisés dans le transfert d'hydrogène d'une région à l'autre. Je pense que votre question touche également à la question de l'écosystème, parce que finalement, avoir un train de travaux ou des trains de travaux et stocker de l'hydrogène juste pour eux, effectivement, c'est un peu compliqué. Et on voit qu'en fait, c'est une vraie approche régionale, où en fait, on essaye d'avoir la production et les consommateurs. Alors la mobilité, c'en est un, mais il y a plein de consommateurs, de manière à ce que ça ait du sens de développer une économie hydrogène. Donc en fait, effectivement, sur le court terme, parce que c'est émergent et parce qu'on va le faire petit à petit, c'est un peu compliqué. Par contre, les approches régionales, c'est là où les pouvoirs publics ont leur importance. Finalement, une approche régionale où je vais essayer de produire de l'hydrogène vert et je vais trouver les consommateurs le plus possible sur place, on peut le transporter, mais ça pose un certain nombre de problèmes. C'est ça qui va vraiment permettre de donner du sens finalement à un développement de solutions. Mais là, on est dans cette phase transitoire naturellement. Parce que c'était intéressant d'avoir la partie allemande, en fait, je dirais, où leur réglementation est plus tranquille, entre guillemets. On le voit avec le développement des e-Lint, etc., où ils ont développé un certain nombre de trains, où ils arrivaient à avoir des stations mobiles de recharge directement. En France, on est beaucoup plus frileux, entre guillemets. Donc, c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé avec votre train, l'Essenger, quoi. Je rajouterais qu'en Allemagne, ils ont quand même une problématique, c'est que leur électricité, pour l'instant, elle n'est pas franchement décarbonée. Hein, d'où les accords qu'ils ont avec notamment des pays en Afrique pour importer de l'hydrogène. Nous avons la chance de pouvoir produire l'hydrogène. Et effectivement, l'idée, c'est vraiment de la produire de manière locale, hein, puisque nous avons une 50aine de réacteurs nucléaires qui sont à peu près répartis, équirépartis sur le territoire national. Alors, et l'idée, c'est bien effectivement d'avoir des écosystèmes et avoir le minimum de transport, comme ça a été dit. Et en cas de problème hydrique dans certaines régions, ce qui arrive, il y a deux solutions. Soit on utilise effectivement l'eau de mer, hein, pour ceux qui sont proches des côtes, et avec les énergies renouvelables, les éoliennes offshore ou des hydroliennes, hein, puisqu'on parle de plus en plus aussi d'hydroliennes. Et puis autre chose, c'est les hydroducs. Hein, donc mettre un certain nombre d'hydroducs justement pour parer à une déficience d'eau dans une région ou dans une autre. Bonjour. Est-ce que dans le cadre de modernisation et rénovation des matériels existants, est-ce qu'on pourrait envisager de transformer des rames actuelles dans l'hydrogène? La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut transformer les trains existants vers l'hydrogène, les trains de travaux existants vers l'hydrogène, c'est ça? Non, des trains passagers plutôt. Ouais. Les trains passagers, est-ce qu'on peut transformer les trains passagers vers l'hydrogène? En fait, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Tout à l'heure, j'expliquais qu'en fonction des usages, on dimensionnait le système d'une façon ou d'une autre.
Je vais faire une analogie avec l'automobile qu'on maîtrise à peu près tous, en tout cas au moins partiellement. Entre la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, qui a un certain réglage, et une voiture de rallye, qui est sur la base d'une voiture de Monsieur Tout-le-Monde, vous pouvez percevoir que les réglages ne sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'on ne recherchera pas tout à fait les mêmes performances. Je dirais que pour les trains, pour l'instant, on peut envisager un rétrofit. Eh bien, un rétrofit qui a été fait sur un type de train. Et puis, il y a des gens qui ont choisi la solution de réaliser un train complet, hein, et de le réaliser en partant de zéro. Et de nouveau intégrer autour de ce qu'on appelle un powertrain, donc un groupe motopropulseur, hein, à base de piles à combustible et de réservoirs et donc de moteurs électriques, de reconcevoir un nouveau train. Ce que fait un grand constructeur français, par exemple. Mais je pense qu'il n'y a pas une seule solution. Il faut à tout prix regarder en fonction de l'usage. C'est l'usage qui va dicter est-ce que je vais pouvoir rétrofiter ou est-ce que je vais pouvoir ou est-ce qu'il faut que je bascule sur une nouvelle conception. Puis après, vous pouvez avoir d'autres effets, c'est-à-dire aussi la partie essieux, motorisation des essieux, est-ce que c'est l'hydrostatique, est-ce que c'est l'électrique, enfin, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont plaider d'un côté de dire il faut rien changer, ou de plaider justement, oui, il y a une belle opportunité de le faire parce qu'on a des essieux électriques, parce que voilà. Plutôt concernant la machine, j'ai deux questions. Quelle est la pression et la température qui ont été utilisées dans l'hydrogène sur la machine de travaux? Et ma deuxième question, quel est vraiment le surcoût entre une machine de travaux conventionnelle et une machine de travaux hydrogène aujourd'hui? C'est juste, non pas pour mesurer si vous avez été bon, mais mesurer l'effort que les pouvoirs publics ont à faire pour inciter les gens à aller vers l'électrique, à aller vers l'hydrogène. Alors, la deuxième question, je ne peux pas vous le dire. Et la première, je n'ai pas la réponse. Je vous remercie beaucoup. Mais je pourrais vous dire ultérieurement, si vous voulez, pour la première question, je pourrais vous le dire juste après en cherchant dans mes notes, mais je ne l'ai pas comme ça de tête. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, mais par contre, alors autant je ne suis pas sûr sur la température, mais les pressions internes, c'est du 350 bars, effectivement. Donc, bon, ça pose déjà des problèmes de sécurité, mais qui se traitent, hein, je dirais, sur le train. Après, les températures, c'est un sujet sensible parce qu'effectivement, c'est très sensible à la température et donc les durées de recharge, elles sont contraintes par la régulation de température. Voilà. Et donc, autant on pourrait aller, si on montait à 700 bars, on pourrait aller plus vite, mais en fait, non, puisque de toute façon, on est limité par la température. Voilà, donc c'est quand même assez techno, en fait, ce qu'on met dans le train, alors qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Et après, les surcoûts, effectivement, c'est compliqué de répondre. Je dirais que, alors pour avoir entendu un constructeur dont je tairai le nom, j'ai entendu à 30%. Voilà. Après, encore une fois, c'est une photo aujourd'hui sur un type de train. C'est amené à évoluer, on l'espère, à la baisse. Hein. Mais effectivement, c'est à peu près de cet ordre-là aujourd'hui. Après, sur les trains de travaux, je n'ai pas la moindre idée. Donc, ouais, les réservoirs, comme je disais, ils sont à 350 bars ou 700 bars si on reste en gazeux. Les piles à combustible, essentiellement des PEM, hein, puisque là, on est plutôt sur des PEM, donc à base de membrane. Ces piles à combustible, elles fonctionnent à 80 degrés Celsius. Donc il faut qu'elles soient maintenues à 80 degrés Celsius. Donc une des difficultés, c'est bien de les refroidir aussi. Hein. Il faut bien prévoir le refroidissement. Il y a un refroidissement eau. Hein, donc il y aura forcément un échangeur quelque part air-eau à prévoir sur les machines. Et puis en termes de coût, je vais essayer de compléter un petit peu, mais c'est extrêmement difficile puisque pour l'instant, il n'y a rien qui soit vraiment en série. C'est ça la grande difficulté. Les piles à combustible, aujourd'hui, celui qui sort la plus grande série, je dirais, c'est Toyota. Ah, et qui est une pile à combustible qui fait la centaine de kilowatts, hein, hors de grandeur. Ah, et c'est à peu près la seule qui commence à sortir en série. Donc la massification, elle n'est pas faite. Hein, c'est comme le coût de l'hydrogène. Aujourd'hui, si vous voulez un coût d'hydrogène vert, c'est 10 à 12 euros le kilo. Hein, on entend parler après massification, ça atteindra aux alentours de 2 euros le kilo. Mais tant que ce n'est pas massifié, que ce soit les réservoirs, que ce soit les piles à combustible, alors les moteurs électriques, ça, il en existe plein sur le marché et puis qui sont déjà utilisés, donc là, il n'y a pas de souci. Mais sur les autres éléments, c'est beaucoup plus compliqué juste de répondre. Autrement, moi aussi, j'ai entendu le chiffre d'une trentaine de % pour l'instant, mais je trouve qu'il ne veut pas dire grand-chose. Hein, donc, il ne faut pas trop s'accrocher à ça. Ça coûte plus cher aujourd'hui, c'est clair, parce que souvent, c'est phase de démonstration. Hein, la Toyota, on vous dit qu'elle vous coûte 70 kg. Je ne suis pas sûr que ce soit son vrai prix non plus. Hein, donc je pense qu'il faut attendre que ce soit vraiment lancé en pré-série puis série pour se dire vraiment voilà le coût d'une voiture ou d'un train. Et le coût et le surcoût, c'est qu'un des aspects en fait, parce qu'en fait on compte rarement les coûts qu'on ne compte pas, c'est-à-dire la santé des opérateurs.
et bien d'autres choses, la maintenance, etc. Donc quand même, on peut espérer que sur le cycle de vie complet d'une machine, quelle qu'elle soit, hein, on va dire de machines qui durent au moins 30 ans, sur le cycle de vie, on ait une amélioration des coûts de possession et d'exploitation de ces machines par rapport aux machines actuelles. Donc certes, il y a un surcoût à l'achat initial, mais il y a une économie normalement à l'usage. Je crois qu'on aura une dernière question, parce que Une le temps tourne. Ouais. Sur les rétrofits, en fait, autant sur les voyageurs, c'est pas un souci en soi, puisque bon, c'est un power pack, on va remettre un autre power pack, et on est quand même dans des tractions électriques. Autant sur des trains diesel, en fait, sur des trains de travaux diesel, je pense que c'est un peu plus compliqué parce que c'est une traction diesel directe. En fait, c'est pas, on passe pas par un module électrique qui transforme. Donc, je suis un peu curieux de savoir comment on va transformer ça. Et puis, la deuxième question, sur ces trains de travaux, il y a une question de puissance par rapport à des trains voyageurs qui sont extrêmement légers, en fait, en comparaison. Et ça, par contre, c'est comment est-ce qu'on arrive à dimensionner un moteur électrique, je dirais, et les batteries et tout ce qui va avec, pour pouvoir tirer des trains assez lourds. Par rapport à ces problématiques-là, on n'a pas forcément, y compris dans les trains voyageurs, que des changements de power pack. Parce qu'on peut avoir un train qui est purement diesel, sur lequel on va regarder le rétrofit, et effectivement, il y a une faisabilité. Avec quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la combustion interne. Finalement, modifier le moteur pour faire de l'hydrogène. Je crois qu'il y a une boîte qui a présenté ça là tout à l'heure, et bon, il y en a pas mal qui le font. Donc c'est la solution rapide, la moins chère au fond, avec une efficacité énergétique moindre que la pile à combustible, mais c'est plus rapide. Une émission de NOx, mais qui peut peut-être se traiter. Donc finalement, il y a des solutions, mais qui concernent autant les trains de voyageurs que les trains de travaux et les trains de fret. Et quand on regarde, alors pour les études qu'on a fait sur du train de fret, bon, on se rapproche un peu des problématiques en termes de masse. Finalement, aller vers de la pile à combustible, ça nécessite souvent de rajouter une voiture purement pour la partie stockage et power. Donc voilà, donc il y a différentes solutions pour le rétrofit, et encore une fois, ça va dépendre effectivement de l'énergie qu'on a réellement besoin d'embarquer. Sur un train de travaux, alors j'imagine qu'il y a une complexité interne, mais peut-être des distances moins grandes qu'un train fret, voilà. Ce qui est possible aussi d'imaginer, c'est que, comme je vous montrais tout à l'heure, on a des concepts modulaires. Donc, par exemple, vous avez un module caténaire et un module hydrogène. S'il est suffisamment bien dimensionné, il y a un certain nombre de pantots parce qu'on peut quand même tirer beaucoup de courant, ou en circulation, on pourrait imaginer produire de l'hydrogène en circulant, en tirant sur la caténaire. Aussi. Donc, c'est-à-dire qu'une machine de travaux, elle évolue dans des zones caténaires, elle évolue dans des zones non caténaires. L'hydrogène, il a intérêt, dès lors qu'on ne peut pas trouver d'électrification dessus. Hein. Le plus simple, c'est quand même de prendre l'électricité là où il est. L'électricité, on ne sait pas la stocker, mais on la transporte bien. Là, pour le coup, l'hydrogène, c'est l'inverse. Donc, il y a aussi ça, quoi, qu'il faut imaginer, de se dire, tiens, je rétrofite une machine, c'est une machine caténaire. Mettre une pile à hydrogène, ça permet éventuellement d'étendre sa zone d'action. Voilà. Et pour des machines de travaux, c'est pas impossible. La difficulté qu'on a en France, faut le dire, c'est qu'on a deux tensions principales. On a du 25 kV et du 1500. Voilà. C'est ça le problème et le frein en France. Voilà. Merci. Juste un petit peu en complément, puisqu'on parle beaucoup décarbonation, mais ça réduit aussi la pollution sonore. Hein. Ah, et il y a une société de taxi bien connue à Paris. En fait, son pari au départ, c'était réduire la pollution sonore. Et il est passé de la réduction de pollution sonore à la réduction des émissions de CO2 en même temps. Mais sur les engins de travaux, en discutant tout à l'heure ensemble, les engins de travaux, ils peuvent intervenir aussi en zone urbaine. Et l'avantage de passer sur une pile à combustible et moteur électrique, c'est que ça ne fait pas de bruit et on peut du coup travailler en partie la nuit, contrairement à des engins de travaux thermiques. Merci à vous quatre pour cette table ronde fort enrichissante.